À la une de l'actualité aujourd'hui, la grève des cadres de la SARA qui bloque l'alimentation en carburant. La plupart des stations-service sont à sec ce soir. Une assemblée générale a lieu à la raffinerie depuis 16 h cet après-midi. Ils sont ce qu'on appelle des mauvais payeurs et c'est pour eux que le Sénat a adopté l'amendement permettant de couper l'eau. Pour l'heure, il est toujours interdit de suspendre l'alimentation en cas de non-paiement, mais la donne pourrait changer. L'habitation Céron a rouvert ses portes aux prêcheurs. Après des années de réhabilitation, le site peut à nouveau accueillir des visiteurs. Un écrin d'histoire entre forêt et rivière qu'on découvrira dans ce journal. Et puis c'est un mot qui nous fait déjà rire. Bancoulélé revient sur scène. Jean-Yves Rupert et Thierry Adel se sont retrouvés au Casino de Paris ce week-end pour le plus grand plaisir des Antillais de la capitale. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette question. Et si les coupures d'eau n'étaient plus dues ni aux travaux ni aux grèves? En France, depuis avril 2013, il est interdit de suspendre l'alimentation en eau, même en cas de non-paiement des factures. Une loi qui vit peut-être ces dernières heures. Il y a quelques jours, le Sénat a adopté un amendement permettant les coupures d'eau chez les mauvais payeurs. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont ceux qui ont les moyens de payer leurs factures d'eau, mais qui ne le font pas. Comment les identifier? Eh bien, Hélène Renaud a tenté de répondre à la question. Reportage. Faut-il couper l'eau à ceux qui ne paient pas leurs factures? Beaucoup d'usagers prônent la méthode forte contre les abus. Je ne vois pas pourquoi le petit fonctionnaire ou celui qui est dans la catégorie moyenne doit tout payer et que les autres, bon ben voilà, donc il faut vraiment faire une enquête. Si vraiment les gens sont dans le besoin, bon ben effectivement, il leur faut un minimum, au moins pour les enfants. Mais en dehors de ça, il faut payer les factures, Je ne vois pas pourquoi les gens roulent de grosses voitures et tout et qui ne payent pas leurs factures. Ceux qui exagèrent pour ne pas payer leurs factures, qui profitent, ça, il faut les sanctionner. Ça peut arriver qu'on puisse arriver à un moment de sa vie à avoir des difficultés. Mais il y a certaines personnes, je pense que s'ils ont été rappelés à l'ordre à plusieurs fois, arrivé à un moment, je pense que pour leur faire comprendre, il faut passer à l'acte, couper. À la SME, par an, 4 à 5% des factures restent impayées, soit environ 1 million d'euros de pertes pour l'entreprise. Mais comment différencier les personnes de mauvaise foi des personnes qui ont de réelles difficultés à payer leurs factures? La Société martiniquaise des eaux travaille avec les organismes sociaux pour identifier les clients en situation de précarité. Pour les autres, couper le robinet reste le recours ultime. Si on arrive à une coupure d'eau, c'est qu'on a affaire à effectivement des abonnés qui n'ont pas payé malgré les relances successives qui ont été faites, qui n'ont pas non plus contacté les services sociaux, donc qui n'ont pas fait part de leur éventuelle situation de précarité. Donc c'est vraiment sur ces gens-là que finalement on va se trouver obligé, et parce qu'on n'a pas le choix, pour assurer l'équilibre économique du service, obligé de cibler les coupures d'eau. Pourtant, depuis une loi d'avril 2013, les distributeurs n'ont a priori pas le droit de couper l'eau, même en cas d'impayé. L'amendement adopté au Sénat il y a quelques jours et soutenu par Ségolène Royal entend mieux encadrer cette loi. Les coupures d'eau, oui pour les mauvais payeurs, ces personnes qui auraient les moyens de régler leurs factures mais qui ne le font pas. Plusieurs associations de consommateurs sont vent debout et exigent le retrait de l'amendement. Qui va décider que la personne est de mauvaise foi? Personne. Alors quand on dit les personnes en précarité, ceux qui ont les moyens, ça veut dire quoi? Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Utilisons d'abord tous les moyens juridiques et légaux à la disposition dans l'arsenal juridique français qui est relativement important pour recouvrer les impayés, plutôt qu'arriver à cette extrémité de coupure d'eau. Le projet de loi fera l'objet d'un vote solennel au Sénat demain, mais l'Assemblée nationale, majoritairement de gauche, aura le dernier mot. En bref, l'actualité sociale, les salariés de Corsair ont repris le travail aujourd'hui. Après un week-end de grève, ils attendent une réaction maintenant de leur direction. Ce week-end, elle a trouvé des solutions d'urgence pour ne pas impacter les passagers des vols programmés. Et cela lui a coûté cher, une facture sur laquelle comptent maintenant les équipes de Corsair afin de faire pression sur le groupe TUI auquel ils appartiennent encore. Si la direction ne réagit pas à leur mobilisation et à leur courrier, ils envisagent de reprendre leur mouvement le week-end prochain. Et puis toujours au chapitre social, notez que les salariés de la société Anti-Protection sont mobilisés depuis vendredi
pour dénoncer, je cite, la procédure abusive et inappropriée de licenciement d'un de leurs collègues. Cet après-midi, une rencontre avait lieu avec la direction, mais elle n'a pas abouti puisque les dirigeants auraient quitté la table des négociations. Venons-en maintenant à cette actualité qui vous perturbe tous, qui nous perturbe tous, ce nouveau mouvement de grève dans le monde des carburants. Cette fois-ci, ce sont les cadres de la SARA affiliés à la CFE-CGC qui bloquent la machine. Comme annoncé hier, ils ont établi ce matin un piquet de grève devant la raffinerie, empêchant le moindre litre de carburant de quitter le site. Dans les stations-service, la plupart des pompes sont vides. La quasi-totalité des stations sont à sec au terme de cette seule journée de blocage. Le reportage de Julien Goudichaud. Piquet de grève à l'entrée de la SARA, et une fois n'est pas coutume, ce sont les cadres de l'entreprise qui montent au créneau. Mobilisés très tôt, la vingtaine de grévistes a été reçue par la direction au milieu de matinée. L'occasion d'exposer l'ensemble des revendications. Il soit acté avant le 31 mars 2015 un calendrier précis de rencontres entre la direction et les services de l'État, notamment les ministères, afin de régler de manière définitive les problématiques issues de l'application du décret de fixation des prix dans les 3 départements d'outre-mer. Les cadres de SARA sont en grève en ce moment pour réclamer des choses qui leur interpellent. Bon, nous sommes là, bon, comme on dit, bon, à tout niveau, syndicalement parlant, quand un camarade est en grève, il doit être soutenu d'une manière ou d'une autre par l'autre. Au cœur du débat, le décret Lurel, qui vise à réguler les marges de la raffinerie. Les grévistes souhaitent un retour rapide du dialogue entre l'État et l'entreprise pétrolière. L'inquiétude est bien présente quant à la pérennité des emplois. Ces échanges musclés, dans ce laps de temps, il n'y a pas d'investissements qui sont faits, les investissements ne sont pas faits à la hauteur de ce qu'ils le devraient, et donc nous sommes inquiets pour nos emplois, nous sommes inquiets pour les 600 emplois que génère l'activité de la SARA sous les 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Conséquence de la mobilisation, aujourd'hui aucun camion de livraison n'a pu approvisionner les pompes. Les stations ont continué d'être prises d'assaut et certaines se sont vite retrouvées à sec. En attendant, les pompes à essence ne seront pas alimentées et je pense qu'en tant qu'organe responsable, aussi bien la direction SARA que les services de l'État, ils prendront les bonnes décisions et acteront assez rapidement un calendrier de façon à ce que tout le monde puisse discuter et échanger sur ces sujets. À 16h, les grévistes se sont réunis en assemblée générale pour décider de la suite à donner au mouvement. Mais ils affichent d'ores et déjà leur détermination. La délégation CFE-CGC a accepté l'invitation du préfet à venir lui exposer ses doléances et ses interrogations. La réunion est prévue demain matin en préfecture. Et cette nouvelle grève à la SARA traduit l'angoisse des salariés de la raffinerie. Ont-ils raison de s'inquiéter pour l'avenir de leurs emplois? En quoi le décret Lurel a-t-il modifié les règles du jeu avec les acteurs de la filière et notamment la Société anonyme de raffinerie des Antilles, la SARA? Voyez l'éclairage de Michel Branchy. L'économiste connaît bien le dossier. En 2009, il s'était intéressé au rapport de l'ARACT sur la fixation des prix du carburant. Michel Branchy répond à Julien Goudichaud. Antérieurement au décret Lurel, il y avait un décret Pancha qui rémunérait la SARA, la société de raffinerie, pour la tenue de stocks stratégiques, qui sont de 76 jours. Cet élément-là a été supprimé. Bon, alors, je sais que ça a provoqué litige, c'est d'ailleurs un des éléments qui a provoqué le départ de la société Total du capital de la SARA. D'une manière générale, les sociétés pétrolières se retirent du raffinage, parce que ça coûte trop cher. Elles préfèrent délocaliser le raffinage dans des pays à bas coût de salaire parce que ça demande une ingénierie, un travail considérable. Donc, probablement que les salariés ont certainement de bonnes raisons de se demander si le repreneur va continuer à assumer le coût d'entretien au niveau requis en matière de sécurité, de normes et de qualité de produit qui était assumé par Total. Un œil sur Saint-Pierre en bref. Saint-Pierre où la nouvelle élection municipale se prépare. Ce matin, l'actuel maire Raphaël Martine a déposé sa candidature à la sous-préfecture. Ses deux opposants, Eliane Zesto-Gustave et Christian Raffa, ont également annoncé la leur et devraient l'officialiser dans les jours à venir. Je vous rappelle que les Pierrotins sont appelés aux urnes les 22 et 29 mars prochains.
Nous sommes lundi. Ce soir, Pays-moi Jeudi s'intéresse aux dispositifs d'aide aux entreprises. Parmi eux, les prêts à taux zéro de Martinique Initiative, des coups de pouce qui permettent la rénovation des locaux d'une société. On retient aussi le travail de l'ADI qui propose des aides pour la gestion des affaires. Autre action, celle des mairies qui se mobilisent pour soutenir leurs commerçants. Tout cela, ce sera dans Pays-moi Jeudi ce soir à 20h. Extrait. Cela fait 8 mois que Luther a créé sa sandwicherie. Un concept innovant en Martinique, il crée ses hamburgers sous le regard de ses clients. Avec de la viande de bœuf fraîche qu'il hache lui-même, il monte ses sandwichs. De nombreux dispositifs lui ont permis de maintenir le cap au cours de cette première année écoulée. Soutenu par l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, il a pu progresser. D'ailleurs, aujourd'hui, son concept est franchisé en Île-de-France. Avant de poursuivre ce journal, notez qu'on vient de l'apprendre, le mouvement de grève des cadres de la SARA sera reconduit demain matin. Prenez donc votre mal en patience. Toujours en bref, la police lance un appel à témoins. Si vous avez quelque information, que ce soit sur l'accident mortel survenu vendredi vers 15h30 sur l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse, vous pouvez contacter la brigade accidents et délits routiers au 05 96 70 82 63 ou le commissariat de police de Fort-de-France au 05 96 59 40 00. Passons maintenant à un sujet plus que sérieux. Une femme sur 5, un homme sur 14 ont été victimes de violences au cours de leur vie en France. Qu'il s'agisse de viols, d'inceste, d'agression ou d'exhibition, 95% des victimes reconnaissent que ces violences ont eu un impact sur leur santé mentale. Pour ceux qui les entourent et les accompagnent, il est difficile de trouver les mots. Et c'est pour leur apporter les clés d'un dialogue rassurant que l'Union des femmes a fait venir une spécialiste en la matière. Marie-France Casalis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole du collectif féministe contre le viol. Vous animerez des rencontres débats demain soir à la médiathèque du Saint-Esprit et mercredi à la bibliothèque de Ducos. Et à côté de cela, vous formerez également les équipes de l'Union des femmes dès demain et jusqu'à jeudi pour leur apprendre la meilleure manière d'accueillir, d'écouter des victimes de violences. C'est effectivement très délicat quand on est face à une personne qui a été victime de ces violences. Quel est le maître mot dans ces cas-là? Le maître mot, c'est de la féliciter, de chercher de l'aide et de commencer à parler. Parce que c'est une première victoire que de réussir à dire « il m'est arrivé quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment un viol ». Mais voilà. Et à partir de là, on va l'aider à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Comment s'est passée la soirée? Parce que la plupart des viols sont perpétrés par des personnes qu'on connaît. C'est rare le viol par un inconnu avec une arme. 5% des viols. Tous les autres viols, c'est à la maison, papa quand je suis petite, chérie quand je suis grande. Les collègues de travail, des gens qui me connaissent. Et donc c'est d'autant plus difficile de parler parce que qui va me croire? C'est pour ça qu'on a créé un téléphone. Il y aura bientôt 30 ans, au 0800 05 95 95. Qui marche aussi ici. Viol Femmes Information, qui marche ici, qui est gratuit, aux horaires de métropole, malheureusement. Ça fait moins de temps pour les Martiniquaises. Mais à ce téléphone, on va aider cette personne à être capable de regarder ce qui s'est passé avec des yeux de vérité. Parce que l'agresseur vous colle dans le crâne des idées fausses. Et dans les idées fausses, il vous fait penser que c'est de votre faute. Voilà, parce que vous êtes blonde, parce que vous êtes brune, parce que vous avez dit oui, parce que vous avez souri, parce que vous n'avez pas souri. On n'était pas habillés comme il fallait. C'est lui qui est responsable. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, finalement, vous dites, qu'est-ce qu'on doit dire aux victimes de viol? Eh bien, c'est simple. Il faudrait leur dire que toute victime de viol puisse s'entendre dire, victime d'un viol, vous n'y êtes pour rien. Le coupable, c'est lui. Le coupable, c'est lui. Il n'avait pas le droit, c'est la loi. Nous pouvons vous aider. Parce que c'est un crime, et dans un crime, ce n'est pas les victimes qui sont responsables, c'est les auteurs. 4 victimes sur 10 tenteraient de se suicider plutôt que de s'ouvrir aux autres. Il y en a énormément qui se renferment sur eux-mêmes, sur leurs troubles psychotraumatiques aussi. Raconter son histoire, c'est vrai que c'est un cap difficile à passer. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Parce que peu de gens sont prêts à l'entendre. Et c'est pour ça que les formations, c'est très important. Pendant très longtemps, les seules personnes qui entendaient les victimes de viol, c'était ou bien les services enquêteurs de police et gendarmerie, pour celles qui étaient en capacité de porter plainte, ou bien des thérapeutes,
pour des personnes qui allaient mal et auxquelles on ne savait pas très bien répondre. Et les grands progrès qu'on peut constater dans les 40 dernières années, c'est des changements de la loi. La loi est plus claire, la prescription est allongée quand les victimes ont été mineures et qu'elles ont été victimes pendant leur minorité. Et le deuxième grand progrès, c'est qu'aujourd'hui, on a des thérapeutes appropriés. Et justement, en Martinique, vous avez depuis l'arrivée du professeur GL au CHU des spécialistes qui savent aider les personnes blessées par la violence sexuelle à cicatriser leurs blessures. C'est un avantage en Martinique parce qu'au national, on n'a que 18% des victimes de violences qui disent avoir reçu des soins adaptés. Absolument. C'est une très grande priorité du gouvernement dans le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. Tout un chapitre est consacré à la formation et prioritairement à la formation des professionnels de santé et de l'aide. Sur l'ensemble du territoire, il faut qu'on arrive à trouver des bons endroits. Ici, vous pouvez en trouver un au CHU. Et c'est très important parce que quand elles sont aidées et entendues, les victimes surmontent les effets du viol. Est-ce qu'on guérit des troubles psychotraumatiques qui découlent d'une agression? On guérit des troubles psychotraumatiques quand on a des bonnes personnes pour vous soigner. Et ces bonnes personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Jamais, finalement. Elles vont vous aider. Non, guérir, c'est pas oublier. Guérir, c'est qu'aujourd'hui, dans ma vie, je ne sois plus perturbée par ce qui s'est passé au moment des viols. Et ça, c'est ça l'objectif. Ça ne s'oublie pas. C'est pour ça que je parle de cicatrices. Mais ça n'a plus d'impact au quotidien. Ça n'a pas d'impact au quotidien. Je n'ai plus des élans de panique, je n'ai plus des cauchemars, je n'entends plus des voix qui n'existent pas. Et ça, ce sont des thérapeutes spécialisés. Et c'est pour ça que vraiment, l'effort pour faire connaître cette possibilité, c'est aujourd'hui une nécessité importante. Merci beaucoup, Marie-France Casalis, d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle donc ce numéro 0800 05 95 95 qui fonctionne donc en Martinique. Absolument. Et puis je rappelle également vos deux rendez-vous publics demain soir à la médiathèque du Saint-Esprit et mercredi à la bibliothèque de Ducos. Merci encore d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à la découverte d'un documentaire, American Promise, le film d'une mère sur son fils. 14 ans de tournage, la réalisatrice est en Martinique pour en parler. Et puis, on verra comment élever un chien correctement avec un professionnel de l'éducation canine au Vauclin. Ce sera dans le JT des communes. Mais avant, place au sport. Avec ce week-end, il y avait du cyclisme, bien sûr, avec le Grand Prix du Crédit Mutuel, remporté par Hervé Arcade des Madinina Bikers. Au programme également du karaté. La Martinique s'est imposée lors de la 2e édition de l'Open de la Caraïbe. Et puis en football, le Golden Lion a pris ses distances avec le club franciscain. Retour sur 2 jours de sport intense avec Caril Chassol, Loïc Régis et Michelet François. Le Grand Prix Crédit Mutuel Souvenir Ludovic Guillet a été remporté hier par Hervé Arcade du Madinina Bikers. Si le matin, le contre-la-montre a été l'affaire d'Émile Demazy de l'UCS, dans l'après-midi, Hervé Arcade s'est imposé devant Eddie Leroux de Féroce et Wilfried Newar du CCV. En karaté, la Martinique s'est imposée lors du 2e Open de la Caraïbe avec 41 médailles en kata et kumité, dont 22 en or. Nos karatékas s'imposent devant ceux de la Guadeloupe et de Curaçao. En natation, dernière opportunité hier pour nos nageurs de réaliser les minima en vue des Carifta Games. Nos nageurs étaient réunis pendant tout le week-end à la piscine du Carbet à l'occasion du Grand Prix du Conseil général. La liste des retenues pour les Carifta du 6 au 9 avril prochain à la Barbade devrait être définitive aujourd'hui. Sport collectif en volleyball féminin, la 18e journée a vu le leader, l'Espoir, poursuivre sa marche en avant. Dans le même temps, son dauphin, le Rayon, a été défait. Victoire en revanche de l'Éveil et du Smash Club. Au classement, l'Espoir est solide leader devant le Rayon, l'Éveil et le Good Luck. Chez les hommes, la 13e journée n'a pas réservé de surprise. L'Espoir et le RCA se sont imposés. Au classement, l'Éveil a 1 point d'avance sur l'Espoir, 4 sur le Rayon et 24 sur le Good Luck. En basket, on jouait la 16e journée du championnat élite. Chez les femmes, la surprise est venue de la défaite du leader, l'Éclair, battu par les Black Stars 56-34. Pour le reste, victoire de la Gauloise et du SC Lamantinois. Au classement, l'Éclair n'a plus qu'1 point d'avance sur la Gauloise, 4 sur les Black Stars et 5 sur le Golden Lion. Chez les hommes, victoire logique du SC Lamantinois et du Golden Star. La surprise est venue de la défaite du Golden Lion, battu par l'Intrépide. Enfin, la Gauloise a pris le meilleur sur le basketball samaritain. Au classement, l'USAC mène la danse devant le SC Lamantinois, le Golden Star, le Golden Lion et la Gauloise.
Football pour conclure, l'information principale à l'issue de la 15e journée du championnat de DH, c'est que le Golden Lion prend sa distance avec le club franciscain. Vainqueur 1-0 du club colonial, les Joséphins profitent également du faux pas franciscain battu 2-1 par l'Aiglon. Pour le reste, le Golden Star, le CS Casse-Pilote, l'Émulation et l'US Robert se sont imposés. Enfin, partage des points entre le RC Rivière-Pilote et la Samaritaine. Au classement donc, le Golden Lion a désormais 9 points d'avance sur le club franciscain, 12 sur le club colonial et 14 sur le Golden Star. Suivent l'Aiglon et le Racing. En bas de tableau, pas de changement, l'Émulation, l'US Robert, le Real de Tartane et le CS Bellimois ferment la marche. Parlons culture à présent avec un documentaire dont le tournage a duré 13 ans. Le projet un peu fou d'une réalisatrice née à Haïti et vivant à Brooklyn, aux États-Unis, qui a filmé la vie de son fils, de la maternelle au lycée, ses joies, ses pleurs, ses déceptions, ses réussites. Le documentaire montre toute sa vie et tout de son amitié avec un garçon de son âge, 2 jeunes noirs en Amérique où la couleur de peau est loin d'être transparente. Le film s'appelle American Promise et il sera diffusé demain soir à l'Atrium salle France Fanon. Pour l'occasion, sa réalisatrice Michelle Stephenson a fait le déplacement. Volana Razafi Manansoa en a profité pour la rencontrer. Regardez. Idris is extremely bright. Shayon's creativity is exceptional. I would like to be a professional basketball player when I grow up. I want Shayon to be comfortable around white folks. Because I think even at this point, I am not comfortable around white folks. Ils sont ciblés dans les 2 communautés. Ça fait mal, mais je pense qu'à la fin, être habile à pouvoir manipuler plusieurs cultures, se sentir un peu à l'aise dans les différents environnements, à la fin, ça leur rend... C'est un atout pour eux. My basketball team, they said, oh, you talk like a white boy. They told us that our son is a hard-to-manage guy. They don't know him. J'avais des moments où je ne dormais pas, où je pensais, je me demandais vraiment si j'avais pris la bonne décision. Et si nous, en tant que parents, avions pris la bonne décision de continuer à filmer et d'être parents en même temps, parce que parfois, les priorités étaient en conflit. Mais à la fin de ce voyage, on s'est rendu compte vraiment que la caméra, en fait, était notre amie. Et c'était comme un outil de thérapie pour nous. Dad is not giving up on you. I'm hard because I want you to be a better man than I am. I think I'm ready for college. Si on regarde le nombre d'heures, ça nous revient peut-être à 5 heures par mois et est parti entre près de 10 personnages parce qu'il n'y avait pas seulement les 2 garçons. Il y avait quand même aussi des endroits où on était d'accord qu'on n'allait pas. On n'a pas vraiment filmé leur première petite copine. Bien que, bon, en fait, avec Shayon, il y a quelques moments qu'on a filmé, mais ça n'a jamais fait la dernière version du film. Even through all the struggles, I feel like I'm going places. You should be proud. Voilà, American Promise qui sera diffusé donc demain soir, salle France Fanon de l'Atrium à 19h avec la présence de Michelle Stephenson. Fini les caméras, c'est sur scène que se joue le retour de Bankoulélé pour cette nouvelle version. Jean-Yves Rupert et Thierry Adel se sont retrouvés sur les planches du Casino de Paris, un spectacle qu'ils ont écrit ensemble et qui les rassemble après 10 ans de carrière solo. Samedi, ils ont littéralement conquis le public martiniquais, le public antillais en tout cas de l'Hexagone, à tel point que 2 séances supplémentaires ont été programmées dimanche. Le reportage de Stanislas Wangen. Devant le Casino de Paris, la communauté antillaise joue du coude. La salle de spectacle est devenue le lieu de rendez-vous avec l'humoriste Jean-Yves Rupert. C'est notre star à nous, on l'aime et quand il vient, on est là, on est fidèle à lui, on reste là. Supporte, voilà. Dans les coulisses, les 2 artistes se préparent pour leur tout nouveau spectacle. Bankoulélé, c'est un méli-mélo d'histoires de vie quotidienne, un humour qui s'adresse à tout le monde. C'est mélangé. C'est mélangé, les deux. C'est plus créole, hein, comme c'est la communauté qui est là, c'est plus créole. Il y a plus créole, mais il y a français dedans aussi. Voilà. Et puis on essaie de parler un français de Martinique mélangé avec le créole. Un peu de français qui a un peu de patin à roulette dedans, quoi. C'est pas un français pur. Voilà. C'est pas vraiment un français de France. Voilà. C'est un français entre... Français banane. Voilà. Comme on dit, français banane, il mélange. Dans la salle comble,
Près de 1500 cœurs palpitent à quelques minutes du spectacle. Quand on le voit, on sait qu'on va rigoler, on va passer un bon moment. Son humour, sa façon d'être, sa convivialité. Il est trop marrant. Il est marrant, quoi. Il est assez caustique quand même, hein, donc il est assez déroutant et puis il a une répartie du tonnerre. Il va me mettre dans une ambiance parfaite pour un dimanche. À peine entré en scène, salve de rire et d'applaudissements, les deux Macoums sont lancés. Ton derrière est toujours aussi envahissant dans l'espace. Bankou Lélé sera présenté cet été en Guadeloupe et en Martinique. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui nous emmène à l'habitation Céron, au Prêcheur, qui a rouvert ses portes ce week-end. Ce domaine du XVIIe siècle et qui a été l'une des premières sucreries de Martinique renaît après des années de réhabilitation. Un chantier rendu possible grâce aux dons d'anonymes, à l'action de plusieurs associations et aux dotations de la région. Au milieu des arbres centenaires, le long de la rivière, l'histoire se remet donc au goût du jour, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Marc-Olivier Dry. L'habitation Céron retrace toute l'évolution humaine. Qu'est-ce qu'il peut retrouver? L'eau, la nature, les bâtiments, un petit coin de paradis. Et c'est bien ce que Laurence voudrait faire revivre à beaucoup sur cette ancienne habitation. Nous sommes en 1658. Ici se dresse l'une des premières sucreries de l'île. Tous les bâtiments industriels sont distribués autour d'une cour pavée. Donc vous avez l'ancienne sucrerie sur la droite. On part du canal d'eau, roue à eau, moulin, canal à vaisseau, équipage. Gragerie pour le manioc, sucrerie, vinaigrerie. Un moulin avec des rôles. Le projet de recréer cette ambiance du temps passé est en train de prendre forme. Si la pierre a gardé l'empreinte de ses activités, sur la propriété, les visiteurs peuvent se promener dans une végétation qui a très peu bougé. Ce baobab de 18 ans n'impressionne guère ses amanats, très utile pour le cacao. Celui-ci, par exemple, estimé à 250 ans d'âge et d'une envergure de plus de 5000 m², est devenu le nouveau symbole de la propriété. Alors, ça s'appelle aussi le Rain Tree. Il a été introduit à Martinique pour ombrager les plantations de café et de cacao. Un travail de titan entamé par Laurence et son mari, aujourd'hui décédé, qui rencontre au fil du temps une solidarité. Collectivités, associations, mais surtout les fidèles, ces ouvriers qui ne l'ont jamais abandonné pour que ce patrimoine ait toute sa place. Il faut que ces gens-là, tous les gens qui viennent sur l'habitation, sachent que chaque visite, chaque repas, tout est réinvesti dans l'habitation. Le but de la chose, c'est de restaurer ce patrimoine et de lui redonner vie. Donc, chaque petit euro récolté repart sur l'habitation. L'habitation Céron est constamment irriguée par une eau que Laurence n'aimerait jamais voir ressortir. Comme elle dit si bien, l'eau c'est la vie. Les Martiniquais ne les ont pas toujours aimés, mais aujourd'hui, le chien fait véritablement partie des familles. Comme un membre de la famille, il faut donc lui apprendre les bonnes manières. Et pour cela, il existe des éducateurs canins et comportementalistes. C'est le cas de Serge. Les propriétaires lui confient leurs chiens pour en faire des exemples d'obéissance et de respect. Une éducation qui peut durer jusqu'à 2 semaines. Hubert Bornil et Michelet François sont allés voir comment ça se passe. Je suis avec mon Connor aujourd'hui. Mon ami, on va découvrir un comportementaliste. Voilà, il est déjà assez bien, mais on essaiera de voir comment travaille ce genre de maître chien avec les animaux. Allez, on y va, mon ami. À peine arrivé sur le site, mon Connor et moi avons l'immense privilège d'assister à une séance de dressage. La suite au pied consiste en ça, c'est-à-dire qu'il faut que le chien conduit à gauche ou à droite puisse normalement se soumettre à l'autorité du maître. À ta place. À ta place. On fait en sorte que les chiens répondent au même ordre, au même moment et par la même personne.
Voilà, même s'il y a plusieurs personnes dans la famille, même si tout le monde est amené à avoir des commandements et attitudes réglementaires, mais cela nécessite quand même que le propriétaire, le seul propriétaire, puisse pas mettre une baignure, hein, mais surtout que les chiens soient au pied du maître et surtout sous le contrôle. Serge Bornil est ce qu'on appelle un comportementaliste. Jusque-là, nous connaissions les documentalistes, journalistes, bagagistes. Au fait, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui étudie la psychologie, c'est-à-dire la psychologie canine bien sûr, et surtout qui sait la transmettre, c'est-à-dire pouvoir dire à quelqu'un, à ses clients, eh bien, je suis à même à vous dire que votre chien est agressif, donc on va commencer le dressage par la discipline, et si toutefois le chien est soumis, eh bien, pouvoir dire au propriétaire, au lieu de mettre de la discipline pour le rendre encore trop docile, eh bien, il vaudrait mieux peut-être le dégourdir, etc. Pendant ce temps, la séance de dressage se poursuit. Igor Higgins, au pied. Igor Higgins, au pied. Là. Viens là. Là. C'est donc à ce genre d'exercice que l'on soumet nos amis les chiens dans ce centre cynotechnique. Et voilà un nouvel arrivant, justement. C'est-à-dire qu'on profite du savoir-faire du chien et surtout du contrôle du maître pour que le chien vive en pleine harmonie avec ses propriétaires. Okay. Nous allons faire l'exercice du refus d'appât qui s'apparente un petit peu au supplice du Tantal. Donc ça veut dire que il y a la tentation, mais il ne faut pas toucher. Voilà. Pas toucher. Coucher, pas toucher. Pas toucher. Alors, on peut dire que c'est perfectible, mais le chien a compris quand même que qu'on lui demande de ne pas toucher à quelque chose qu'il aime bien. C'est décidé, nous pouvons prendre rendez-vous. Mon Connor apprend d'ailleurs très vite. Reste, assis. Reste. Voilà, ça se passe comme ça chez notre ami Serge Bornil. Voilà un animal qui a bien compris sa leçon du jour. Chez les Bornil, on ne prend pas l'éducation à la légère, c'est sûr. On termine avec cette image insolite, celle d'un igname jaune qui pèse, tenez-vous bien, 10 kilos. De quoi nourrir une grande famille. Un igname certifié sans engrais ni pesticides par son propriétaire, que vous voyez, monsieur Bérard Cupit. On remercie sa fille, donc, qui nous a envoyé les photos. Si vous aussi, vous découvrez des choses insolites ou assistez à des événements marquants, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vidéos à l'adresse mail info@wiba972.com. Vous la voyez s'afficher ou appelez la rédaction au 05 96 55 12 12. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.